T'as préparé un cours qui s'est mal passé, t'as des difficultés à structurer la préparation de tes cours et à chaque fois t'es un petit peu perdu dans les étapes qui te permettent de créer ton cours. Alors t'es au bon endroit et aujourd'hui je vais te proposer 7 étapes à littéralement copier pour préparer un cours qui soit inoubliable pour tes élèves et qui se passe au mieux. Salut à toutes et à tous, c'est Naïm pour maméthodo.fr. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de préparation de cours. Alors si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, sache que je suis agrégé en économie-gestion et également formateur en pédagogie et j'accompagne les enseignants et les formateurs à créer un climat propice à l'apprentissage, à la confiance en soi et à l'épanouissement des élèves, mais aussi bien évidemment des enseignants. Et c'est vrai que créer un cours, ça peut être ultra kafkaïen. On sait pas trop par où commencer, surtout si c'est la première fois. Et à titre personnel, mon premier cours m'a pris littéralement 13 heures de préparation. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te proposer une vidéo avec des étapes à copier, indépendamment de ta matière, pour te permettre de gagner en efficience et de proposer un cours qui fasse effet dans ta classe. Évidemment, ces étapes-là, tu vas les oublier. Alors, ce que je te propose, c'est de suivre la vidéo avec une mind map que j'ai spécialement préparée pour cette vidéo, que tu peux télécharger dans le premier lien de la description et qu'il faudra compléter au fur et à mesure de la vidéo. Alors, juste une chose, au début, peut-être que ça peut être un petit peu repoussant d'avoir ces étapes-là et peut-être que tu peux dire que ça va te prendre énormément de temps. Mais en fait, c'est comme toute compétence finalement. Au début, ça va te prendre du temps, mais plus tu vas mettre ça en place et plus ce sera implicite et tu vas faire ça de manière naturelle. Et donc forcément, là, je te propose une mind map à suivre, mais au fil du temps de l'année de ta carrière, tu n'auras plus besoin de cette mind map. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Alors avant de commencer, je t'explique rapidement comment remplir la mind map. Je t'ai détaillé les 7 étapes et je t'ai proposé des sous-catégories. Et en fait, j'ai mis des ramifications vides. Les ramifications, si tu sais pas, en fait, c'est une tige. Ça te permet de lier un élément avec un autre pour faire simple. Et du coup, tu verras qu'à la fin, les ramifications sont vides. Et pourquoi j'ai laissé un blanc? Pour te permettre de le remplir. Alors, c'est pas parce qu'il y a 3 ramifications qu'il faut forcément 3 éléments. Libre à toi d'en rajouter plus ou pas. Mais simplement, c'est pour te donner une direction de là où tu dois un petit peu réfléchir et développer ta propre stratégie. Et en fait, j'ai envie de systématiser constamment ce genre de pratique parce que moi, je me rends compte que les vidéos que je regarde, finalement, je retiens pas tout. Et si seulement j'avais un support écrit, ça me permettrait de gagner un temps fou pour revenir à ce que j'ai appris via la vidéo. Et donc si ce genre de pratique t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me faire un feedback. Installe-toi bien, c'est parti pour les 7 étapes pour créer un cours inoubliable auprès de tes élèves. Alors la première étape, ça va être d'analyser les objectifs d'apprentissage. Un objectif peut être de plusieurs types. Il peut être oral, écrit, préparer à l'épreuve certificative, ça peut être de la remédiation, de la cohésion de groupe, mettre des mots sur un fait d'actualité, développer l'esprit critique de nos élèves, etc., etc. En fait, clairement, dans cet objectif, il faut que tu visualises quel est le résultat escompté. Et je te parle pas encore des programmes, des notions et des compétences à développer, ça on va le voir après, mais finalement, qu'est-ce que tu attends de tes élèves à la fin de cet objectif? Clairement, où est-ce que tu veux amener tes élèves, quoi. Et c'est super important de débuter par l'objectif pour ensuite définir le chemin qui va permettre à tes élèves d'atteindre cet objectif. Et perso, mon objectif va dépendre de plusieurs éléments. Où est-ce que je me situe dans l'année? Les feedbacks que j'ai des évaluations, qu'elles soient formatives ou sommatives. Les feedbacks que j'ai des élèves parce que je discute énormément avec eux. Et évidemment, ma progression pédagogique. Et bien entendu, je vais m'appuyer sur soit le programme, soit le référentiel, le cas échéant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de privilégier une approche par compétence. Parce que déjà, je trouve que c'est plus enrichissant pour l'élève, que ça donne plus de sens à l'apprentissage et qu'une notion peut être déployée dans énormément de savoirs disciplinaires. Et surtout, à titre personnel, ça me permet de mieux différencier la pédagogie. Ce qui est beaucoup plus difficile dans le cadre d'une approche notionnelle finalement. Et parmi les objectifs que je t'ai cités, tu peux en viser plusieurs. Bien évidemment, dans un même cours, tu peux à la fois bosser l'écrit et l'oral, tu veux à la fois développer l'esprit critique et parler d'un fait d'actualité par exemple. Mais je pense que c'est important quand même, lors de la dispense de ton cours, de t'assurer que tu n'oublies rien en formalisant au préalable ces objectifs. Et une fois que mes objectifs sont bien définis, je vais m'assurer que ces objectifs soient SMART. Et j'imagine que tu connais l'acronyme SMART qui nous dit qu'un objectif doit être spécifique, mesurable, certains disent atteignable, mais je dirais plutôt ambitieux à titre personnel, puisqu'il doit être également réalisable et temporellement défini. Et ce qu'on oublie souvent, en fait, c'est de fixer une deadline à cet objectif et également de se donner une petite marge de manœuvre pour éventuellement proposer une remédiation si c'est nécessaire. Mais en tout cas, retiens ceci, la clarté crée de la confiance alors que l'inconnu crée du stress. Et davantage tu définiras tes objectifs, que ce soit en t'appuyant sur cet acronyme par exemple, et plus tu seras clair dans la direction que tu veux donner à ton cours. Et à titre personnel, je n'hésite absolument pas d'être ambitieux avec mes élèves. Une fois que tu as défini tes objectifs, on passe à l'étape numéro 2, à savoir quelle va être ta stratégie pédagogique. Alors tu connais certainement le cône d'apprentissage d'Edgar Dale.
ou DAL, je sais pas comment on prononce, enfin bref. Mais en gros, il nous propose une grille de lecture sur le caractère passif ou actif d'un élève en fonction de ce qu'il fait dans une situation d'apprentissage. Et en fait, ça va de très passif à très actif finalement. Et justement, moi, ma stratégie, ça va être de mettre et de placer l'élève au cœur de la construction du cours. Et encore une fois, je ne dis pas que l'élève doit être acteur de son cours, ça c'est logique, mais bien qu'il doit être au cœur de la construction de celui-ci. Comment ? Eh ben, ça dépend des chapitres, ça dépend de la classe, ça dépend de la typologie d'élève que j'ai face à moi. Parfois, l'élève peut être lui-même amené à créer le cours. Je te donne un exemple très concret. Je devais bosser sur les différents types de contrats avec mes élèves. Et ben, plutôt que de me dire, je vais lister les différents types de contrats et on va partager ensemble quelles sont les différences, etc. Et plutôt que de privilégier une approche descendante telle que je te la propose maintenant, eh ben, en fait, c'est très simple. J'ai fait des groupes de 4. Et dans le groupe de 4, chacun avait à sa charge un type de contrat. Et l'idée, c'était de faire ça en 3 temps. Dans un premier temps, un élève devait effectuer une recherche sur le type de contrat. Alors évidemment, la recherche était cadrée. Ensuite, il devait présenter les fruits de sa recherche aux autres membres du groupe. Et à la fin, on faisait une mise en commun générale, une sorte de brainstorming sur les trouvailles des uns et des autres. Et du coup, ce n'est pas moi qui ai créé le cours, mais bien les élèves. Et donc ça peut être une stratégie qui permet de placer l'élève au centre de la création du cours et de véritablement m'appuyer sur lui. Parce qu'encore une fois, ce que je considère, c'est que ma plus grande ressource pédagogique, ce sont les élèves. Parfois, je vais m'appuyer sur ses expériences et ses hobbies, ou alors parfois, je vais entamer un débat qui sert en réalité la construction du cours et qui sera nourri par les élèves eux-mêmes. Et en fait, là, mon objectif, il est unique. En tant que pédagogue, j'essaye de créer un cadre préparatif qui me permet de m'extraire au maximum de la situation pédagogique. En d'autres termes, si j'ai bien fait les choses, si l'activité est bien lancée, clairement, je peux aller boire un café en fait. Alors, c'est pas ce que je vais faire, bien évidemment, mais tu m'as compris, moi, je parle et mieux j'enseigne. Mais juste, ça demande la mise en place d'une stratégie en amont. Et d'ailleurs, moi, je parle et plus l'élève est acteur de son apprentissage et créateur de son cours. Et pour ça, je te le dis, faut vraiment que tu fasses aller ta créativité et que tu sois dans un processus d'itération. Forcément, il y a des choses qui vont marcher et forcément, il y a des choses qui ne vont pas marcher. Mais dans tous les cas, tu auras un feedback qui permettra de t'améliorer. Et je te le dis, la pédagogie, c'est un petit peu comme l'entrepreneuriat. On met les mains dans le cambouis, on essaye des choses, on analyse et on garde ce qui fonctionne et on améliore nos pratiques. C'est aussi simple que ça. Et donc, accepte de sortir de ta zone de confort et accepte de faire des choses que tu n'as jamais faites avec les élèves. Et si tu veux des résultats extraordinaires, forcément, il faut que tu t'habitues à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Après, ça se trouve, tu as déjà des résultats extraordinaires avec tes classes, c'est pas ce que je dis. Mais je pense que ce qui fait la richesse de notre métier, c'est justement l'expérimentation et qu'on ne tente pas assez de choses dans le cadre de nos expérimentations en classe. Alors fais-toi plaisir, vraiment. Et si ça fonctionne pas, au moins tu auras un feedback et dans tous les cas, ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, la troisième étape, ça va être de problématiser le cours. Alors je pense vraiment qu'il faut amorcer un problème et même une problématique parce que si tu arrives avec un objet d'étude sorti un petit peu de nulle part et dont la justification se trouve uniquement par sa présence dans le programme, clairement ça va pas le faire face à tes élèves. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que problématiser un sujet ? En fait, ça va être d'associer des éléments, des problèmes ou des difficultés autour d'un problème qui les lie pour en apporter une solution ou alors une grille de lecture qui permet d'analyser cette problématique. Alors il faut surtout pas présenter les choses comme ça aux élèves, c'est pas l'objectif. Et on va pas se mentir, la problématique telle qu'elle est présentée dans les programmes peut être un petit peu repoussante pour les élèves. Et à titre personnel, j'hésite pas à la reformuler. Alors des fois je la prends telle quelle, mais parfois je la reformule. Alors pour problématiser un sujet, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous essayez de mettre en tension des termes ou alors des concepts théoriques, soit vous essayez de mettre en lumière un paradoxe suscité par ces théories-là, soit vous essayez de questionner l'horizon temporel au travers de ces théories-là. Peut-être qu'une théorie qui se vérifie dans un horizon temporel ne se vérifie pas dans un autre horizon, par exemple. Vous pouvez également questionner le contexte d'application ou alors la relation qui lie les termes du sujet, par exemple. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire de reformuler tout ça au travers d'une seule et unique question ? En fait, ça peut être difficile en fonction des sujets évoqués et à titre personnel, je le fais pas systématiquement, mais j'imagine que dans d'autres matières, c'est obligatoire de le faire. En fait, le plus important pour l'élève à ce moment-là, qu'est-ce que ça doit être ? C'est de lui montrer qu'il est face à une problématique qu'il ne peut résoudre pour le moment. Et justement, l'intérêt du cours, ça va être quoi ? Ça va être de trouver des résolutions à cette problématique. En fait, le cours, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est la différence entre le savoir de l'élève et la problématique exposée. Et du coup, c'est ce gap-là qui justifie le cours que vous allez dispenser. Ou alors le cours que l'élève va lui-même créer, on se comprend. Et donc, c'est super important de mettre l'élève face à une problématique parce que ça va donner du sens dans la recherche de nouvelles informations et le développement de nouvelles compétences nécessaires à la résolution de cette problématique. Et encore une fois, on parle aujourd'hui en tant que pédagogue, mais pas une seule fois dans toute ma carrière, j'ai présenté les choses telles quelles à mes élèves. Mais finalement, créer un cours, c'est se prendre la tête en amont, mais ça peut être vachement enrichissant. Et plus vous faites ce travail-là, plus vous allez mettre les élèves dans une situation d'apprentissage propice et qui va les motiver à aller chercher de l'information. Surtout si, encore une fois, vous le placez au cœur de ce cours-là. Alors la quatrième étape, ça va être la planification du cours. Vous pouvez appeler ça animation pédagogique si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et à mon sens, le plus important, c'est de bien amorcer le cours. Alors vous avez certainement vos rituels pour démarrer un cours. Et moi, ça dépend encore une fois de la classe. Ça dépend du moment de la journée. Ça dépend du cours qu'il y a eu avant. Ça
ça dépend du profil des élèves. Bref, il y a énormément de facteurs à prendre en compte pour bien amorcer un cours. Et peut-être que vous avez mis en place des rituels, mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que systématiquement, je vais utiliser l'accroche et je vais m'en servir également en tant que évaluation diagnostique. Et je fais une petite parenthèse à ce niveau-là, mais je me permets un petit conseil. Si vous vous rendez compte que l'évaluation diagnostique vous montre que les élèves n'ont pas encore maîtrisé les prérequis nécessaires à l'appréhension du cours suivant, ne formalisez absolument pas la remédiation nécessaire. Pourquoi? Parce que si vous dites aux élèves, vous maîtrisez pas ça, on va se faire un petit topo là-dessus, vous risquez de développer ce qu'on appelle un biais de négativité. En d'autres termes, le biais de négativité, qu'est-ce qu'il nous pousse? Il nous pousse à croire qu'une situation va forcément être vouée à l'échec parce que je démarre avec un a priori négatif. Je n'ai pas été capable de la première fois. Et donc l'élève risque de se dire, vu que ça n'a pas été la première fois, je vois pas pourquoi là je maîtriserai ces prérequis finalement. Et donc ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous voyez que votre évaluation diagnostique se passe entre guillemets mal, c'est de prendre une direction différente, mais de manière implicite, c'est-à-dire de ne pas formaliser le virage que vous venez de prendre. Et donc le sentiment de l'élève, ça sera de suivre le cours et que tout ça fait partie de votre stratégie. Et donc si vous anticipez ça, clairement ça va avoir un meilleur effet en classe. Et donc pour l'animation pédagogique, encore une fois, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Moi, à titre personnel, je n'hésite pas à mettre mon bureau en plein milieu de la classe, à disposer les élèves en îlot, par groupe de 3 ou de 4. Et je vous le dis sincèrement, des fois, je ne sais pas trop où ça va me mener. Mais par contre, les élèves sont friands de changement. À tel point que pendant certaines activités, des élèves ont négocié pour pouvoir continuer de bosser pendant la pause. Et je vais pas vous mentir, ça, c'est un super signal finalement. Et donc, ce que je vous dis, s'il vous plaît, chers collègues, le livre, ça peut être bien. Moi, j'ai rien contre les livres et j'ai rien contre les personnes qui écrivent des livres. Au contraire, moi-même, les manuels, ça m'a beaucoup aidé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais simplement la classe autobus en faisant du livre pendant 1 an, je pense pas que c'est super épanouissant en fait pour les élèves. Déjà, on va pas se mentir, rester 8 heures par jour assis sur une chaise, en vérité, c'est compliqué. Et il suffit de voir les profs dans des réunions plénières pour voir à quel point on est les plus dissipés finalement. Et encore une fois, j'incrimine personne, mais simplement ce que je vous dis, c'est que ce qui fait la richesse de notre métier, c'est d'avoir une certaine liberté pédagogique en classe. Et exploitons cette liberté finalement. Parce que très souvent, on fait des cours et ça ressemble un petit peu à des cours qu'on peut retrouver dans les bouquins. Et la plus-value, elle est pas énorme. Je pense pas que la plus-value que vous puissiez apporter en tant qu'enseignant, c'est forcément sur la création du cours, quoique c'est possible, mais c'est surtout sur l'animation pédagogique que vous allez proposer à vos élèves. Et vous pouvez imaginer plein de choses, que ce soit des activités de groupe, des binômes, des tutorats, des exposés, des jeux de rôle, des cartes mentales collaboratives, des traitements de texte collaboratifs, des revues de presse. Franchement, faites-vous plaisir. Et encore une fois, testez des choses. Et je vous le dis, c'est un rappel pour moi en premier. Et j'ai pas fini de tester, j'ai pas fini d'apprendre finalement. Et le jour où j'aurai le sentiment d'avoir tout appris en tant qu'enseignant, ça sera le début de la fin de ma carrière finalement. Parce que je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans l'enseignement finalement. Et encore une fois, c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Simplement, ce que je vous conseille encore une fois comme question, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est comment rendre votre élève acteur de son apprentissage et comment créer une expérience active en classe plutôt que de le rendre passif. Et ce n'est pas parce que votre élève a les yeux rivés sur vous ou a les yeux rivés sur son document et son manuel ou alors qu'il écrit des choses sur son cahier qu'il est forcément actif. Et tous ceux qui sont en couple savent de quoi je parle. On peut très bien regarder notre partenaire et ne pas avoir la moindre idée de ce qu'il nous raconte. Cette vidéo risque de me causer des ennuis. Passons. Alors la prochaine étape, chers collègues, ça va être de synthétiser votre cours. Vous ne pouvez pas laisser les élèves partir sans vous assurer qu'une synthèse soit proposée. Je pense qu'un bon prof se doit d'expliciter en début de cours ce qui va être fait pendant le cours et à la fin du cours de rappeler ce qui a été fait et ce qui a justifié justement la démarche de résolution de la problématique. Alors pour les synthèses, pareil, c'est au choix. Vous pouvez faire une synthèse orale, écrite, sous forme de mind map. Désolé, j'aime pas trop le terme carte mentale. C'est comme le terme mercatique, j'ai vraiment du mal avec ce terme-là, mais bon, passons. Vous pouvez proposer un traitement de texte collaboratif. Vous pouvez proposer des ressources sur Padlet par exemple. Alors forcément, si vous faites la classe inversée, les élèves auront accès aux synthèses avant le cours. Pas de souci. Mais ces synthèses-là peuvent être enrichies après la résolution des exercices, par exemple. Vous pouvez faire aussi une démonstration, par exemple, ou alors une session de questions-réponses. Vous pouvez même proposer un quiz. Et moi, il y a un type de synthèse que j'ai expérimenté il y a pas très longtemps et que les élèves ont adoré. C'est la synthèse audio. Et j'ai de la chance un petit peu parce que je suis au rez-de-chaussée de mon lycée et du coup, les élèves peuvent aller dans la cour de récré et j'ai un visu sur eux. Mais en fait, les élèves m'ont proposé une synthèse audio eux-mêmes et du coup, ils étaient un petit peu dispersés comme ça dans la cour de récré avec leur téléphone et ils m'ont envoyé la synthèse audio par mail. Alors déjà, il y a de l'implication parce que ce sont eux qui ont créé la synthèse. Donc je m'assure que le cours est compris parce qu'il est explicité avec leurs propres mots. Donc déjà, je m'assure de l'acquisition des connaissances. Je développe des compétences parce qu'en plus, ça leur permet de parler à l'oral. Ils m'envoient un fichier par mail et ça renforce l'implication. Pourquoi? Parce que ça sort de l'extraordinaire. Et les élèves sont friands d'expérience. Et une dernière chose, nous ne sommes absolument pas passifs lorsque nous enregistrons un vocal. On doit être concentré sur ce qu'on dit, on essaye de pas bafouiller, etc., etc. Et donc c'est une forme de synthèse que j'essaie
j'essaye d'expérimenter de plus en plus et je suis super satisfait des résultats. Et pour la mémorisation et la rétention d'informations, bah là c'est parfait. Et je pense que pour le rappel de la part de l'enseignant, le plus important c'est pas de rappeler le sujet qu'on a vu ou le thème qu'on a abordé lors de ce cours, mais plutôt d'expliquer pourquoi nous avons été amenés à bosser autour de ce thème-là. Pourquoi ? Parce que ça va donner davantage de sens aux élèves et ça va permettre d'exposer les démarches qui ont permis de développer et des compétences et des nouvelles notions et également les notions et les compétences dont on disposait déjà pour pouvoir résoudre cette problématique. Et pour ça, n'hésitez pas à valoriser un maximum vos élèves parce qu'ils n'ont vraiment pas conscience des compétences et des notions qu'ils peuvent développer au travers d'un cours. Alors le point suivant, ça va être l'évaluation du cours. Alors pour ça, moi j'ai une stratégie en fait de long terme. Lors des évaluations, mon objectif va être double. Premièrement, vérifier l'acquisition des compétences et des connaissances relatives au cours, mais également préparer à l'épreuve certificative. Ça va de soi. Et pour ça, je vais avoir une progression qui va s'inscrire sur les 2 ans parce que j'enseigne en lycée, c'est-à-dire première et terminale, ou alors BTS 1 et BTS 2. Et du coup, je vais essayer de monter à la fois en difficulté mais aussi en temps lors de mes 2 années avec ces classes-là. Et il n'est pas rare qu'une évaluation au début peut durer une demi-heure ou alors 15 minutes. Et il n'est pas rare aussi de laisser les élèves réviser juste avant. Il n'y a pas de souci avec ça en fait. Mon but, encore une fois, dans l'évaluation, ça va pas être de piéger les élèves, mais ça va être de m'assurer de l'acquisition des notions et des compétences. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la durée et la difficulté au fil du temps et au fil de la progression avec ces élèves. Et encore une fois, pour les évaluations, il y a une chose qui marche super bien, c'est de placer les élèves dans un rôle. Par exemple, je sais pas, moi, vous êtes consultant en marketing, vous êtes traducteur pour une grande boîte, vous êtes chimiste dans un laboratoire et on vous fait une commande, vous devez faire des analyses de données, etc., etc. Parce que je pense que la projection d'un élève vers un métier qu'il aime, c'est primordial au lycée et ça nous manque beaucoup. Alors, je vous dis pas de mettre la pression, il faut absolument que tu saches ce que tu vas faire. Attention, absolument pas. Moi-même, j'ai voulu être prof à partir de 26 ans finalement. Mais ce que je dis, c'est que c'est super intéressant de projeter l'élève et pour ça, vous avez pas de mal à différencier les évaluations. Et la différenciation, ça peut simplement s'opérer par exemple sur le contexte de l'évaluation. Vous proposez un contexte à un élève et vous proposez un autre contexte à un élève, par exemple. Pourquoi ? Parce que ça va renforcer encore une fois son implication. Alors effectivement, ça va vous donner un petit peu plus de taf, mais croyez-moi, ça va motiver l'élève que de voir qu'un contexte a été préparé en fonction de son appétence ou de son projet professionnel. Et encore une fois, s'il n'a pas de projet professionnel, alors n'hésitez pas à vous appuyer sur ses hobbies. Et vous verrez que ça va fortement dynamiser son implication. Et l'évaluation, ça peut dépendre de plein de choses. Et encore une fois, là, je suis pas en train de vous parler de la récitation d'une poésie, qui est un exercice vachement intéressant, mais qui sort du contexte que je vais vous présenter, mais permettez à l'élève d'exprimer ses pensées avec ses propres mots. Je sais que nos élèves peuvent manquer de vocabulaire, et c'est le cas dans mes classes, clairement, et j'essaye vraiment de les sensibiliser vis-à-vis de l'acquisition de vocabulaire. Et par exemple, pour ça, ce que je fais, vous pouvez le faire, c'est que j'ai décidé de lire une page par jour face à mes élèves. Alors certes, ça me prend un petit peu de temps, mais on n'hésite pas à lire ensemble une page, et les mots qui ne sont pas connus sont définis à la classe. Et du coup, s'il vous plaît, acceptez que votre élève puisse développer sa pensée avec ses propres mots, mais dans un langage qui s'inscrit quand même dans le savoir disciplinaire. Parce que l'acquisition d'un vocabulaire scientifique, ça va faire de lui un élève crédible et ça va permettre encore mieux d'expliciter sa pensée. 7e étape pour ce cours, c'est la rétroaction. Alors, vous pouvez l'appeler l'analyse réflexive, moi ça me va. Je parlais à l'instant justement d'accepter que les élèves expriment leur pensée avec leurs propres mots. Je pense que c'est pareil pour nous. Après, ok, la sémantique a son importance, je dis pas le contraire. Mais si vous voulez appeler ça rétroaction, analyse réflexive, moi ça me va. Un cours a forcément de bonnes choses à prendre. Et même si le cours n'a pas été, il y a forcément un feedback vis-à-vis de ce cours. Ça n'a pas été, il faut changer la stratégie, c'est tout. Et donc moi, mon bilan réflexif, il est très simple. Les points positifs et ce que je peux améliorer, c'est tout. Et en fait, dans ce que je peux améliorer, il y a peut-être eu des couacs à un moment donné. Et les choses positives, en fait, vont être les expérimentations que je peux développer dans d'autres cours, dans d'autres thèmes et avec d'autres classes. Parce qu'encore une fois, les expériences que je propose en classe sont contingentes de mes classes finalement et du profil de mes élèves. Vous avez des classes super passives alors que vous avez des classes, c'est le parc Astérix quoi. Et non, je suis pas sponsorisé, mais mes enfants me martèlent d'aller au parc Astérix en ce moment, donc voilà. On a des déformations professionnelles, mais moi j'ai de grosses déformations parentales. Mais encore une fois, ne vous prenez pas la tête, vous savez. Sur la mind map, je vous ai mis 2-3 petites ramifications. Vous mettez ça et puis voilà, c'est tout. Vous prenez super pas la tête avec ça. Mais forcément, partez du principe que si vous posez une analyse, alors vous pouvez améliorer les choses. Et ça va être le but de votre analyse
réalise. Et oui, nous avons tous connu des cours qui ne se passaient pas comme prévu. Et oui, nous avons tous mis du cœur à l'ouvrage alors que sur le terrain, ça s'est mal passé. Moi, le premier, je suis pas épargné par ça. Mais je suis sûr que dans tout ce que vous avez fait, il y a forcément des choses bonnes à reprendre et à développer dans d'autres cours. Alors faites-le, faites-vous plaisir et soyez fiers de vous. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'on peut appréhender le fait d'être face à cette étape et se dire que finalement, ça va alourdir encore la préparation des cours. Mais franchement, vous allez prendre peut-être 5, maximum 10 minutes à remplir la mind map que je vous ai proposée. Et après, ce travail, vous allez tellement le faire qu'il va devenir implicite. Et surtout, vous allez gagner en qualité de travail et en ambiance de classe. Et partez du principe que lorsqu'on propose de nouvelles choses et de nouvelles expériences aux élèves, eh ben ça permet véritablement de les rendre actifs en classe. Et ok, dans toutes les classes, il y a quelques élèves qui ne veulent pas bosser, il y a quelques élèves qui peuvent être dissipés, et je dis pas le contraire. Mais bon, les élèves sont ce qu'ils sont et on compose avec. Ou alors, on n'a qu'à faire un autre taf. Et c'est pas grave en soi. Hein. Mais plutôt que de se dire, les élèves, c'était mieux avant, eh ben venez, on développe des stratégies en fait. Ouais, je suis davantage optimiste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai été élevé comme ça. Hein. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, c'est très simple. Vous vous abonnez et vous mettez un pouce. Et en fait, ça, c'est le pouce. Mais c'est pas grave, vous avez compris. Ça permet d'augmenter la visibilité de la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos de ce type. Je vous souhaite d'être épanoui dans votre métier. Et je vous dis à bientôt sur maméthode.fr. Et d'ici là, prenez soin de vous. Mouah, je vous embrasse. Bye bye.